débuter l'enregistrement, mais j'attends que Norbert se pose. Très bien. Eh bien, écoutez, on peut y aller. On ouvre la séance. Donc, je propose de désigner ce soir comme secrétaire de séance Alain Fournier, s'il en est d'accord. Pas de problème. Très bien. Merci, Alain. Donc, il nous faut donc en premier point valider, approuver le procès-verbal donc du Conseil communautaire du 22 septembre. Alors, avez-vous des observations ou questions sur ce compte-rendu? Eh bien, écoutez, non. Donc, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le premier point que nous allons voir, alors correspond, et pour certains vous avez dû voir, nous avons donc présenté l'ordre du jour de ce conseil communautaire qui vient faire écho et en lien au projet de territoire. Donc les premières délibérations que nous allons soumettre au vote sont liées à la volonté d'un territoire accélérateur de la transition écologique. Et la première délibération qui va nous être présentée va être faite par Alain Fournier. Et il s'agit en fait de la création d'un groupement d'autorités concédantes en vue de la passation d'un contrat de concession de services publics pour la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation du centre de traitement et de valorisation des déchets dénommé Prairie de Mauves. J'ai l'impression que dans le titre, je vous ai présenté toute la délibération. Merci, Monsieur le Président. Donc, Alain, il me reste une chose à présenter. La présenter, merci. Non. Je vais faire un petit rappel du contexte quand même. Actuellement, sur Cap, les OMR, les ordures ménagères, sont soit environ 22 000 tonnes par an, sont traitées dans le cadre d'un marché public attribué à la société Séché, qui a démarré au 1er janvier 2022 et qui peut aller jusqu'au 31 décembre 2028. 17 000 tonnes sont transférées vers le site de Changé en enfouissement et 5 000 tonnes à l'UVE de la Prairie de Mauves, c'est-à-dire l'usine de valorisation énergétique de la Prairie de Mauves. La loi AGEC conduit à un objectif de 50% de réduction de l'enfouissement à l'échelle de 2030. Le traitement des OMR représente pour Cap un des postes les plus importants du budget, soit 3,7 millions d'euros en 2022, avec des coûts croissants du fait des tensions évoquées et l'augmentation de la TGAP. Le STRADET et le plan régional de prévention et de gestion des déchets précisent que la création de nouvelles unités de valorisation des ordures ménagères n'est pas envisagée, à l'exception du projet de substitution d'une UVE déjà existante. Cette situation de tension importante sur les sites de traitement existants induit des tarifs élevés, notamment pour les colocs ne disposant pas d'équipements propres, ce qui est notre cas. Depuis 1 an et demi, nous avons mené un travail avec Nantes Métropole. Il a été étudié de former un partenariat entre Nantes Métropole et les 7 autres collectivités du territoire régional. Donc vous les avez là, c'est Cap Atlantique, la communauté de communes du Pays d'Antilles, la COMPA, Grandlieu Communauté, Redon Agglomération, le syndicat mixte Centre Nord-Atlantique SMCNA, c'est-à-dire que c'est Pontchâteau-Blain, Trivalis, que est le syndicat de Vendée, et Valeur 3E, qui est le pays Choletais. Pour former un partenariat, et donc entre les 7 autres communes du territoire régional, pour permettre le traitement et la valorisation des déchets sur un des équipements de Nantes Métropole, qui est la Prairie de Mauves. Donc, il est proposé ce soir la convention de groupement d'autorités concédantes annexée à la présente délibération. Très bien, merci Alain. Donc sur ce premier point qui est donc une mutualisation avec différents partenaires et collectivités du département de Loire-Atlantique, avez-vous des questions, observations sur ce groupement? Bien écoutez, s'il n'y a pas de questions, observations, je vais donc soumettre au vote. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Donc dans la continuité de cette validation de création d'un groupement,
le point numéro 2, là, il s'agit toujours pour le même sujet, donc de la concession de services publics. Donc il s'agit de l'approbation du principe de la concession de services publics et de ses caractéristiques, et d'un recours à une concession de services publics pour l'exploitation du centre de traitement et de valorisation de la prairie de Mauves. Donc je cède à nouveau la parole à Alain Fournier. Merci Nicolas. Donc dans la continuité de ce que je viens de dire précédemment, le marché public s'arrête donc le 31 décembre 2028. Donc c'est toujours avec les mêmes partenaires, donc qui ont tous fait le même exercice. L'enjeu opérationnel, donc c'est les principaux travaux à mettre en œuvre lors de la future concession seront des travaux de refonte du site de la prairie de Mauves, avec comme objectif une capacité comprise entre 250 000 et 270 000 tonnes par an pour la nouvelle unité, une capacité de traitement des dasseries, c'est des déchets d'activités à soins à risque infectieux, d'un minima 6 000 tonnes par an, une capacité de traitement des boues de 25 000 tonnes, et une fourniture de chaleur au réseau urbain de chaleur d'une puissance comprise entre 40 et 50 MW. Donc, le montant d'investissement de cette future unité estimatif est de l'ordre de 245 millions d'euros, dont 17 millions d'euros pour CAP. Le montage financier proposé est basé sur une subvention d'équipement à hauteur de 70%, soit environ 12 millions d'euros pour CAP, à partir de 2025, sur 4 ans, 2025, 2026, 2027 et 2028. Le reste sera payé par le biais de la section de fonctionnement. Donc, pour ce projet-là, il n'y a pas de TVA, et le projet pourrait voir le jour à compter de 2028. C'est une vraie opportunité pour nous, Cap Atlantique, de pouvoir exporter la totalité de nos déchets OMR vers cette nouvelle unité de valorisation, parce que à terme, à 2028, on n'aura plus de possibilité d'enfouissement. Donc voilà, ça a un coût, mais c'est vraiment une opportunité et c'est un travail qui a été mené depuis 1 an et demi, et une signature, si vous l'acceptez, de convention qui sera faite par le président le 23 décembre 2022. Si vous avez des questions. Merci Alain. Donc en complément de ce que nous vous avez indiqué, donc voilà, le sujet déchets est un sujet de préoccupation puisqu'il fait partie du quotidien et de la relation à l'usager que Cap Atlantique a en termes de services publics. Et on a eu souvent l'occasion, par l'expression de Claude Baudet ou Alain Fournier, de nous sensibiliser justement à cette situation dont il nous faut d'une part pouvoir garder une certaine indépendance, et d'un autre côté avoir aussi cet aspect de maîtrise des coûts et de la tarification que nous fixions au niveau de la TOM. Donc c'est une opportunité aussi parce que la mutualisation en fait permet de diminuer les coûts et d'avoir une participation de chaque collectivité, mais elle permet aussi une démarche de réduction de l'empreinte environnementale. Puisque dans le cas du partenaire privé qui aujourd'hui avait cette gestion, nous sommes globalement aujourd'hui dans des déchets qui sont récupérés sur la communauté de Cap Atlantique, mais qui parfois sont envoyés au nord de la France, à Rouen et autres, pour le traitement. Donc, ce qui a forcément aussi, dans les déplacements, un impact sur l'empreinte environnementale et sur l'empreinte carbone. Donc là, l'objectif aussi étant de réduire les coûts par un transport de proximité entre Cap Atlantique et la prairie de Mauves, donc qui se situe au niveau de Nantes Métropole. Alors l'impact aussi qu'il pourra avoir, mais Hubert pourra compléter aussi s'il le souhaite, nous avons adopté lors d'un conseil communautaire à ce que nous ayons un budget annexe pour les déchets. Donc ce budget annexe, en fait, va être mis en place à partir de l'exercice du budget 2023. Et le montant qui nous est demandé, alors qui va être une enveloppe globale, mais pour lequel nous allons avoir un appel de subvention au fur et à mesure, sera porté uniquement par le budget déchets.
Hein. Et donc celui-ci qui doit être à l'équilibre, et c'est celui-ci dans lequel on a fait des simulations en ce qui concerne l'évolution de l'atome. Alors je ne sais pas Alain si vous les avez les taux. Alors des taux, on a fait effectivement un exercice budgétaire, donc qui arriverait, on dépasserait pas les 10% normalement de taux de TOM, hein, c'est notre objectif, et revenir bien en dessous à partir de 2028, parce que là, bientôt on va avoir une TGAP à 65 € de la tonne, et en enfouissement on revient à une TGAP à 15 € de la tonne. Donc d'où l'intérêt de participer à ça. Alors, je vais reprendre une formule de Claude Baudet qui dit toujours que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Il a raison. Et pour vous dire, depuis 10 ans, on a quand même diminué Cap Atlantique a diminué les déchets de 20%, les OMR. Et depuis le début de l'année, on est aussi, là, à ce jour précis, on est à moins 2,5% pour 2022. Donc, on voit que c'est vraiment il y a quelque chose. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, et on voit que le Cap Atlantique est un bon élément. Et pour rappeler ce que tu dis, Nicolas, sur les kilomètres, aller à la Prairie de Mauve plutôt que d'aller où on va à Rennes ou à Changé, c'est 60 000 kilomètres par an d'économiser pour en véhicule. Donc c'est pas négligeable non plus. Merci Alain pour ces précisions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les prospectives, le taux appliqué de l'atome sera inférieur à 10%. Ce que je dois signaler quand même qui est très vertueux et très raisonnable au vu déjà du benchmark qu'on a pu faire sur d'autres collectivités qui sont dans un taux de facturation de TOM bien au-delà des 10%. Et que cette mutualisation aussi permet la rentabilité de l'équipement, puisque plus en tonnage ils vont traiter de déchets, meilleure sera aussi l'opération et la rentabilité de cet investissement. Donc, avez-vous des questions, observations sur ce point? Eh bien, écoutez, je vous propose de soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Le point numéro 3 que je vais vous présenter a pour objet en fait d'émettre un avis sur le projet de contrat de délégation de service public pour l'exploitation des ports de la Turballe et le Croisic. Donc ces deux ports en fait sont gérés par le syndicat mixte des ports de plaisance et de pêche Atlantique, donc par le département. Et ce syndicat mixte a été créé en fait pour promouvoir et mettre en avant les deux ports de plaisance et de pêche. Nous avons donc au niveau de Cap Atlantique intégré le syndicat mixte des ports de plaisance et de pêche en 2022, et ces deux ports en termes de gestion sont sous la gestion donc en délégation de service public. C'est pour ça que nous sommes donc sollicités pour émettre un avis à ce sujet. Cette délégation sur l'avis qu'on émettra, elle est valable pour une durée de 10 ans. Donc elle courra à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2022. Et c'est une délégation qui est établie par affermage. Donc c'est le délégataire qui assure la gestion des ports à ses risques et périls, et notamment au travers de divers redevances et services qu'il facture auprès des bénéficiaires et des acteurs du port de plaisance, donc qui sont plutôt l'activité professionnelle de pêche et tout ce qui est activité de plaisance. Dans les projections qui sont faites au niveau de cette DSP, le compte prévisionnel d'exploitation prévoit de dégager un résultat net global d'à peu près un montant de 1 268 544 €. Le syndicat mixte est aussi assure aussi l'entretien, donc il y a la partie gestion, mais il y a aussi l'entretien des ports. Donc les coûts finaux d'investissement pour la société anonyme d'économie mixte locale sont estimés à peu près à 2 246 000 € pour le développement et 586 700 € pour les opérations de gros entretien et de renouvellement. Peut-être rappeler, parce que je ne vais pas vous faire la lecture de l'ensemble de la concession du projet de contrat qui vous a été versé avec la délibération, mais
Dans le service public qui est proposé, il s'agit donc de l'accueil des navires professionnels, les services aux navires de pêche et culture marine, l'organisation bien sûr de la vente de produits de la mer, les services aux navires à passagers, les services liés à la réparation navale, évidemment aussi depuis peu l'accueil dans le port de la Turballe, dans la base de maintenance du parc éolien en mer, et également l'accueil des usagers sur les installations portuaires dédiées à la plaisance. Donc sur les ambitions aussi, il y a plusieurs volets, hein, donc c'est confirmer et affirmer l'attractivité des ports de plaisance et de pêche. C'est bien sûr aussi porter un accompagnement avec les différents acteurs sur la notion d'environnement, qui est aussi un des points qui est fixé dans le contrat, et aussi voilà une restitution qui nous sera faite dans le cadre de cette délégation sur un bilan annuel suite aux différents investissements et retour sur les statistiques, fréquentation et bilan financier de l'opération. Donc voilà, globalement, j'ai synthétisé globalement les missions et puis l'avis. Alors, est-ce que vous souhaitez intervenir ou y a-t-il des observations sur ce point? Je ne sais pas si, alors Michel ou Didier qui sont concernés, puisque nous avons les deux maires qui ont les deux ports de pêche de Cap-Atlantique. Oui, Didier. Oui, donc, cher président, alors moi j'ai deux casquettes, hein, parce que je fais partie du syndicat mixte des ports de Loire-Atlantique, et président des ports du Croisic et de la Tourballe. Moi, je trouve que cette DCP, elle est bien faite. Elle a été longue à mettre en place avec Laurent Nicole. On a été un peu acharnés, hein, parce qu'il faut défendre quand même nos ports. Mais elle est bien faite. Laurent a bien défendu, je le remercie d'ailleurs, hein, je lui ai dit plusieurs fois. Effectivement, Michel, sur nos ports de plaisance, ça va être géré par l'AN, Loire-Atlantique Nautisme, mais ils vont apporter de nouveaux projets, hein, de nouvelles offres sur nos ports qu'on n'avait pas avant. Ça va peut-être augmenter un peu les tarifs, peut-être même pas, ça va augmenter un petit peu les tarifs, 5% d'inflation pour 2023 et 5% normal, parce qu'on est sur le port de la Tourballe et du Croisic, ou du Croisic de la Tourballe, excuse-moi Michel, on est à peu près entre 25 et 40% moins cher que les autres ports de Loire-Atlantique. Je confirme, c'est vrai qu'on est les ports les moins chers du coin. Hein. Oui. Alors 5%, c'est toujours beaucoup quand il faut payer, mais bon, ça nous a semblé assez raisonnable. Avec de nouveaux projets. Donc c'est très bien. Très bien, merci pour vos interventions. Donc alors, ce qui, je vous somme au vote, c'est de proposer un avis favorable à ce que nous puissions, voilà, à ce que le contrat de DSP puisse se mettre en place. Donc sur cet avis favorable, y a-t-il des oppositions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc nous allons passer aux délibérations suivantes à l'heure qui font écho à une de nos ambitions sur le projet de territoire, qui est un territoire porteur du bien vivre pour tous. Et les deux premières délibérations dans cette ambition qui vous est présentée par Michel Kella sur le volet habitat. Merci. Ah, c'est rouge, ça. Bon. Merci. Alors, la première, c'est pour que vous actiez une étude préopérationnelle de ce qu'on appelle OPA. L'OPA, c'est une structure qui va devoir être mise en place. C'est une étude. C'est un petit peu comme le PIG. Et ça recouvre un ensemble d'actions ayant pour objet la requalification générale des quartiers et la réhabilitation d'un parc immobilier bâti. Donc, une étude qui sera basée sur 3 ans et qui sera en partenariat avec l'agence l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, bien sûr Cap-Atlantique et également les services de l'État. Donc, la durée de cette étude sera sur 3 ans pour un coût de 100... Est-ce que je l'ai mis? Je cherche mon dossier, voilà. Pour un coût de 100 000 euros hors taxes,
L'ANA nous subventionne à 50%, le département, c'est-à-dire 50 000 euros, le département 15 000 euros, reste à la charge de Cap Atlantique un autofinancement de 35 000 euros. Voilà. Et ça permettra évidemment de pouvoir la phase de diagnostic, une phase d'étude préopérationnelle, et puis après, on pourra travailler sur des actions précises. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Michel. Donc, avez-vous des questions, observations sur cet lancement d'études préopérationnelles? Pas de questions, pas d'observations. Donc, je vais soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté donc à l'unanimité. Donc, la prochaine délibération, Michel Keller va nous la présenter. Il s'agit pour Camouel d'un programme local de l'habitat et une attribution d'une aide aux acquisitions foncières pour la réalisation de logements locatifs sociaux au Jardin des Îles, lieu-dit Le Gouriot. Merci, Monsieur le Président. Donc, il vous est proposé d'aider, de donner une aide à l'acquisition foncière pour la réalisation sur Camouel de 7 logements sociaux. Le montant de l'opération éligible est de 82 173,50 € et on vous propose pour Cap Atlantique la participation de 24 652,05 €. Voilà, ça permettra de faire en sorte qu'au niveau de notre PLH, Camouel ait des actions fortes, parce que 7 logements, ce n'est pas rien. Voilà. Merci Michel. Je ne sais pas, Bernard, est-ce que vous voulez intervenir sur ce projet sur Camouel? Non, rien de particulier à dire. Simplement, si vous m'avez posé la question, Ah, je pensais que vous vouliez moins, Bernard, c'est ça? Ah oui, mais on a des règles, désolé, je suis désolée pour ça. ça. Ce sont nos règles d'attribution d'accompagnement. Donc, écoutez, je propose de soumettre au vote donc cette attribution d'aide. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 6, donc là, il s'agit d'une demande de renouvellement de classement en catégorie 1, de l'Office de tourisme intercommunal de la SPL Destination Bretagne Plein Sud. Et je vais laisser Xavier Fournier nous présenter ce point. Merci, Monsieur le Président. J'y associe évidemment Franck Louvrier qui m'a demandé de présenter cette délibération, ainsi que Jean-Claude Ribaud qui est vice-président aussi de la SPL. Donc c'est un renouvellement, quelque chose qui a été voté déjà par le Conseil communautaire précédemment à l'unanimité. L'ensemble des communes qui ont transféré leurs compétences à Cap Atlantique ont, sur cette question de tourisme, bénéficient du classement de première catégorie. Notre office de tourisme intercommunal a fait un gros boulot pour justement être toujours dans cette catégorie, rempli les conditions d'accueil, d'information, de promotion et de coordination des acteurs touristiques locaux requis pour ce classement. On ne classe plus les offices de tourisme maintenant depuis une petite dizaine d'années selon des étoiles, mais selon justement des catégories 1 et 2. Et c'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir la dénomination de station classée de tourisme, qui est important en termes de visibilité. C'est une obligation d'avoir un classement, et donc c'est la raison pour laquelle il est proposé au Conseil communautaire d'approuver cette démarche de demande de renouvellement de classement en catégorie 1 de l'Office de tourisme intercommunal de la SPL Destination Bretagne Plein Sud auprès de Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique. Et je vous demande justement si le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et se prononçant, conformément aux dispositions, approuve cette démarche de demande de renouvellement auprès du préfet et charge son président d'effectuer cette démarche. Merci à tous. Merci Xavier. Donc, avez-vous des questions, observations sur ce renouvellement de classement? Eh bien, écoutez, donc il nous demande d'approuver cette démarche. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, les délibérations suivantes qui vont nous être présentées par Didier Cadreau concernent en fait les bilans, les comptes rendus d'activités sur nos différents parcs d'activités. Donc, nous allons vous présenter les parcs de Basse-sur-Mer, Guérande, Herbignac, Saint-Liphard. Eh bien, écoutez, Didier, je propose qu'on commence par le compte rendu d'activité de Basse-sur-Mer sur l'exercice 2021 pour l'opération d'aménagement de la ZAC du Poulgo. Merci, Monsieur le Président.
Afin d'engager une réponse adaptée à la complétude attendue par les services de l'État, les dossiers réglementaires DUP, alors DUP demande de déclaration d'utilité publique, bien sûr à soumettre à une enquête publique, et AEU, autorisation environnementale unique, ont été retirés et parallèlement ont été engagés au titre de l'année 2021 des travaux sur la justification économique du projet, la justification de l'extension eu égard à l'objectif de zéro artificialisation nette, l'inventaire des sites de compensation potentielle, l'Ivéry et l'Inno. Le bilan financier a été réactualisé compte tenu des chiffrages, des mesures d'évitement et de compensation environnementale, passant ainsi de 2 760 000 euros à 3 020 000 euros. Cette évolution nécessite de rechercher à terme une recette complémentaire de 515 000 euros pour que le bilan reste à l'équilibre. Une clé de répartition reste donc à trouver en matière de participation entre les différentes composantes du projet que sont le développement économique, le développement déchetterie, recyclerie et le pôle salicole. LAD sollicite une révision des modalités d'imputation de ces charges qui conduisent globalement à une hausse de 26 021 euros par taxe, l'avenant numéro 1. Une avance de trésorerie est sollicitée pour 2022 pour un montant de 110 500 euros. Monsieur le Président. Très bien, merci Didier Cadreau. Donc, comme vous le savez, c'est l'exercice annuel où on nous demande en fait, d'approuver en fait le compte rendu financier. Alors, avec toujours un décalage d'à peu près une année, puisque là c'est le bilan de l'exercice sur l'année 2021, mais qui vous donne aussi, au travers des éléments présentés par Didier, quelques perspectives aussi sur 2022, sur des modalités d'avance de trésorerie et d'évaluation des coûts supplémentaires qui peuvent être indus suite à ce que vous nous avez indiqué sur les autorisations environnementales, sur tout ce qui est diagnostic qui engendre des coûts d'études complémentaires. Alors, est-ce que vous avez des questions, observations sur ce compte rendu du Poulgo? Oui, Daniel Rival. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voudrais intervenir sur cette date parce que je trouve qu'on n'avance pas. C'est déjà une première chose, malgré que je comprenne que les études environnementales et toutes les études demandées par les services de l'État sont très longues. La LAD demande souvent des rallonges. J'ai quand même lu dans la presse que les agriculteurs avaient manifesté parce qu'on n'avançait pas sur cette ZAC du Poulgo. Et je voudrais savoir, et pas plus tard qu'il y a peut-être 1 ou 2 mois, au conseil d'administration, beaucoup d'élus se sont fâchés parce que bien souvent ils travaillent tout seuls, sans concertation avec les élus, alors que c'est quand même les élus qui connaissent leur territoire. Et moi, j'ai une collègue à la Baule qui siège dans ce CA, et il y a eu un article de toute façon, je crois que le directeur est parti. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est le président du département qui, dans un premier temps, joue... peut-être que Madame Chassé ou Monsieur Cadreau pourront nous répondre. C'est le président du département qui fait le lien en attendant un nouveau directeur. Mais c'est vrai que Loire-Atlantique Développement, c'est souvent, ça fait des années que je les vois demander des rallonges. Et je trouve un peu dommageable pour la commune de Basse-sur-Mer et pour les zones économiques du territoire de Cap-Atlantique qu'on n'avance pas plus vite. Voilà, c'était mon point de vue personnel et je pense que je vais avoir des réponses. Merci beaucoup. Merci Daniel Rival. Donc oui, on peut être que dans cette démarche, je veux dire que le délai est important, mais je vais laisser peut-être, parce que je vois qu'elle demande la parole, Christelle Chassé, répondre sur l'interrogation, sur LAD. LAD et puis peut-être le pôle agricole que je suis aussi. Oui, tout à fait. Au sein de la DIP. Pour LAD, oui, le président, le directeur s'en va. Voilà, le président Michel Ménard prend la relève d'un commun accord. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu un audit de LAD avec des soulevés quelques manques. Donc voilà, des choix d'effet. L'audit a été fait et les maires ont pu s'exprimer aussi. Et des mesures sont prises. Quant au Poulgo, sur le pôle agricole,
En fait, c'est un dossier très complexe. Il n'y a pas la maîtrise foncière, donc c'est compliqué. Je crois que c'est des sujets que j'ai déjà évoqués sur cette difficulté de la maîtrise foncière. Sur un territoire aux parcelles très morcelées aussi, donc sur un territoire difficile, pardon. Donc ouais, c'est vrai, ça prend du temps, j'en ai conscience, trop de temps, mais je voudrais quand même dire que les services de Cap Atlantique, et notamment le service de l'agriculture, travaillent énormément sur le dossier, sont vraiment mobilisés, et voilà, et en soutien. Non, mais je tiens à souligner leur travail, c'est l'occasion aussi ce soir, et j'aimerais que ça avance plus vite, mais quand on n'a pas la maîtrise foncière, c'est compliqué. Et convaincre les propriétaires de céder leurs terres, c'est compliqué. Préciser aussi peut-être que ces agriculteurs, il y a un rendez-vous qui est prévu, alors j'ai plus les dates à Cap Atlantique, avec moi-même, Madame Chassé, Monsieur Schmitt, je pense, voilà, qui est prévu avec ces agriculteurs suite à l'article qui est paru. Oui, Norbert Samama. Observation, dans la mesure du possible, on le savent, la ZAC du Poulveau, c'est Bas-sur-Mer, le Pouillien. Voilà. Donc, ce serait bien de ne plus l'omettre, parce que je pense avoir déjà fait la réflexion une première fois. Il faut que ce soit signifié à chaque fois. Ouais, donc c'est noté. Je vais demander à ce que les services et LAD rajoutent ça sur voilà, leur présentation du dossier. Donc c'est noté, Monsieur Samama Norbert. Ça sera corrigé. Ok, donc je vais mettre, à moins qu'il y ait d'autres observations, donc je vais mettre au vote, donc il s'agit d'approuver le compte-rendu financier de l'année 2021, d'autoriser donc la demande d'avance de trésorerie complémentaire d'un montant de 110 500 € au titre de l'année 2022, et d'approuver le projet d'avenant numéro 1, ayant pour objectif de réviser les modalités d'imputation des charges du concessionnaire qui conduisent globalement à une hausse de 26 021 € et une augmentation de la participation d'équilibre de 299 956 €, qui porte donc au final cette participation à 503 113 €. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Donc l'exercice identique, je vais laisser la parole à Didier Cadreau. Donc là, il s'agit du compte-rendu d'activité de la ZAC de Métairie de la Lande de Guérande avec l'approbation de l'avenant numéro 4. Didier. Merci, Monsieur le Président. Donc, le traité arrive à échéance le 31/12/2022. Au regard du décalage des dates de vente des derniers terrains en cours de commercialisation, le concédant propose de prolonger d'un semestre supplémentaire la durée de concession. La clôture de la ZAC devrait être concomitante à la fin de la concession, afin de ne pas impacter plus encore les délais nécessaires associés à l'engagement du projet d'extension nord-est du parc de Vigems. À noter qu'aucun accord à l'amiable sur l'acquisition du dernier foncier bâti nécessaire à l'aménagement de la ZAC n'a pu être obtenu. La délégation du droit de préemption urbain à Cap Atlantique pour accompagner et finaliser cet aménagement est dès lors à questionner auprès de la commune. Au vu de la suppression des provisions sur cette acquisition et l'optimisation des surfaces de vente, le solde de participation d'équilibre complémentaire à l'opération est estimé à hauteur de 145 820 € hors taxe, dont 95 820 € hors taxe de participation d'équilibre et 50 000 € hors taxe de participation contre remise d'ouvrage. Au regard de la trésorerie de l'opération, le concessionnaire propose de restituer une seconde part de l'avance de trésorerie d'un montant de 400 000 € courant 2022, sur une avance de trésorerie totale de 1,5 million. Donc 500 000 € ont été versés en 2020. Monsieur le Président. Très bien, merci Didier Cadreau. Donc là, voilà, il s'agit en effet, donc le bilan financier, de reproroger, puisque là, comme vous l'avez indiqué, la date de concession expire le 31/12/2022.
Donc je fais référence à ce que disait Daniel Rival tout à l'heure. La concession, à l'origine, elle a été signée le 31 août 2005. Hein, donc on mesure le temps long ou le longtemps qu'il faut pour aménager un parc d'activités. Globalement, on arrive aussi à la finalité, hein, puisque au 31/12/2021, sur ces parcelles-là, en fait, il y avait 52 lots de viabilisés, et au 31/12/2021, sur les 52, 48 lots étaient déjà cédés. Donc 92%, et je pense, mais je n'ai pas les derniers chiffres, que ça doit peut-être déjà pratiquement bouclé sur la phase commercialisation. Donc, avez-vous des questions, observations sur ce CRAC, sur la ZAC de Métairie de la Lande? Eh bien, écoutez, je vais soumettre au vote. Donc, il s'agit donc d'approuver le compte-rendu financier de l'année 2021, qui retient donc un bilan prévisionnel d'opération à 8 886 386 € hors taxe. Approuver donc la cession des 3 lots réalisés. Donc, j'ai la réponse sur le nombre de lots réalisés pour 236 636 €. Et d'approuver l'avenant numéro 4 qui permet de proroger de 6 mois le traité de concession, soit jusqu'au 30 juin 2023. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 9, donc compte rendu d'activité. Donc là, il s'agit de la ZAC du Pré-Gobelin sur la commune d'Herbignac. Donc Didier, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Donc là, je regarde nos homologues d'Herbignac, et donc ce traité a été signé le 23/9/2019 pour une durée de 10 ans. Le dépôt du dossier environnemental unique a été engagé en août 2021. Il a fait l'objet d'une complétude très récemment, sans engager de demande de dérogation espèces protégées, ce qui aurait pu être préjudiciable à l'opération. En parallèle de l'instruction du dossier par les services de l'État, l'aménageur envisage pour l'année 2022 la réalisation des études projets et la rédaction du dossier de réalisation de la ZAC. Le bilan financier reste à ce jour à l'équilibre, 3 870 000 €, sur la base d'une participation de la collectivité de 881 000 € et un prix du cessible de 49 € hors taxe le mètre carré. Une avance de trésorerie est sollicitée en 2022 pour un montant de 125 000 €. Monsieur le Président. Très bien, merci Didier Cadreau. Donc, avez-vous des questions, observations sur la ZAC du Pré-Gobelin? Alors, c'est une concession qui est beaucoup plus récente, hein, puisqu'elle a été signée, comme vous l'avez vu, le 23 septembre 2019. Donc, pour l'instant, elle est en phase d'aménagement, de viabilisation sur les parcelles identifiées sur la surface, donc qui permet en fait, voilà, la constructibilité, et les travaux. Alors, les travaux les plus lourds sont prévus en 2023 sur le secteur ouest, hein, sur une base d'à peu près 650 000 €. Alors, c'est pour avoir un petit peu, voilà, un calendrier sur le début des travaux. Oui, donc, Monsieur le Président, et elle est très très attendue. On a fait plusieurs réunions avec vos artisans d'Herbignac. Elle est très attendue, et donc on l'attend. Oui. Beaucoup d'impatience. Oui, tout à fait. Et, très bien. Avez-vous des observations à faire sur ce CRAC? Alors là, donc, je vais mettre au vote. Donc, il s'agit donc d'approuver le compte rendu financier donc de l'année 2021 sur la zone d'aménagement concerté du Pré-Gobelin, donc sur la base d'un bilan prévisionnel de 3,87 millions €, et également d'autoriser la demande d'avance de trésorerie complémentaire d'un montant de 150 000 € au titre de l'année 2022. Je vais donc soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et le rapport numéro 10, donc là est le dernier compte-rendu financier que va nous présenter Didier Cadreau. Donc là, il s'agit donc de la ZAC du Crelin sur la commune de Saint-Liphard. Merci, Monsieur le Président. Donc, le traité expire le 31/12/2024. Par suite du désistement de la commune de Saint-Liphard, la division de lot 1 de 4 000 m²
libère 2 terrains, dont un reste non commercialisé. Les coûts alloués à ces divisions engagent une évolution du prix du cessible sur ces terrains de 38 à 43 euros le mètre carré. Le bilan actualisé engage une hausse des dépenses de 308 000 euros, hors taxes, en prévision des travaux de division du lot 1 et des provisions associées à la réalisation des aménagements retenus en extrémité de la rue des Pins. À noter que l'opération est à ce stade en déséquilibre d'environ 514 000 euros hors taxes. La fin de l'année 2022 permettra d'étudier les modalités contractuelles et juridiques de la mise en œuvre du projet en lien avec la clôture de la concession. Monsieur le Président. Très bien, merci Didier. Donc, voilà, comme vous l'avez rappelé, donc ça c'est une concession signée le 20 décembre 2010 qui s'achève le 31 décembre 2024, sur lequel il y a au 31-12-2021 5 lots, 5 terrains qui ont été cédés. Alors, avez-vous des questions, observations sur ce crack pour la ZAC du Crolin? Donc là, il s'agit donc d'approuver, donc pour le Crolin, donc c'est d'approuver le compte rendu financier de l'année 2021 qui donc indique un bilan prévisionnel de 1 811 485 euros. Donc d'approuver la cession des 3 lots réalisés pour un montant de 142 424 euros. Dit que la participation d'équilibre complémentaire de Cap Atlantique sera confirmée en 2023 et demande que soient étudiées les modalités contractuelles et juridiques de mise en œuvre du projet sur la base d'une esquisse validée en 2022. Je vais donc soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point suivant, là, il s'agit de la décision, en fait, de lancer une extension donc d'un des parcs d'activités existants et dans la compétence de Cap Atlantique, donc sur le parc du Pladreau, sur la commune donc de Piriac-sur-Mer. Et là, il s'agit d'une demande de financement auprès des partenaires financiers. Et donc, je vais laisser donc Didier Cadreau nous présenter ce point numéro 11. Merci, Monsieur le Président. Mon cher Jean-Claude, l'extension du parc d'activités du Pladreau est inscrite au SCOT. Comment? Je recommence, mon cher Jean-Claude. Alors, reprenez Didier. Mon cher Jean-Claude, l'extension du parc d'activités du Pladreau est inscrite au SCOT comme un projet à dominante nautique, afin de garder un potentiel pour des activités économiques liées au nautisme à proximité du port de Piriac et de celui de la Tourballe. Actuellement, Cap Atlantique ne dispose plus à l'échelle du parc d'activités du Pladreau de foncier disponible à la vente pour permettre le développement d'entreprises existantes ou d'installation de nouvelles entreprises. L'objectif pour la collectivité est donc de répondre à ces demandes en décidant du lancement opérationnel de ce projet d'extension. L'étude de faisabilité réalisée entre 2018 et 2020 a permis d'esquisser un projet d'extension sur une surface aménageable d'environ 2,4 hectares pour 1,7 hectares de cessible, surface à compenser par ailleurs dans la capacité limitée d'extension du tissu urbain pour le développement économique. On a trouvé à peu près, Jean-Claude, 8000 m² de zone humide. Le bilan appréhendé en 2020 laisse apparaître un prévisionnel d'opération à hauteur de 1 350 000 euros hors taxes. Dès l'obtention des autorisations environnementales, je vous propose d'engager l'acquisition des terrains communaux pour une somme de 239 560 euros. Il s'agit d'engager le lancement de ce projet d'extension, d'autoriser Monsieur le Président à lancer les marchés et consultations nécessaires à l'engagement de cette opération, ainsi qu'à rechercher toute subvention en soutien notamment à la filière nautique. Très bien, merci Didier Cadreau. Alors, Madame Danielle Rival. Alors, Didier, si vous pouviez juste couper votre micro, s'il vous plaît. Non, Didier. Excusez-moi. Mais...
Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais simplement savoir, puisqu'on sait qu'actuellement, il y a beaucoup d'études, des demandes de fouilles archéologiques faites sur les communes, au niveau de la direction régionale de la zut, je sais plus, oui, la DRAC, mais c'était pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on a tendance à parler un peu trop en abrégé. Et si vous savez un peu, parce que ça peut énormément retarder le délai aussi de la mise en œuvre de cette extension de cette zone économique à Piriac. Donc, si on connaît un peu le délai, savoir quand est-ce qu'ils viendront, moi je vois sur la boule, nous on a plein de projets qui sont bloqués, où on a des logements à sortir, des logements sociaux aussi, et où les projets sont bloqués parce que il faut faire venir la DRAC et on n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'ils viennent, quoi. Voilà, c'était simplement pour savoir si vous avez eu des contacts avec eux, pour pas perdre trop de temps là non plus dans votre extension. J'ai les besoins. Et puis en fait, pour confirmer, donc, il y a un diagnostic archéologique donc, qui a été réalisé en 2018 et qui a donc, je vous confirme, abouti à une prescription de fouilles archéologiques par la DRAC sur la totalité de la surface. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faudra aussi. Et en fait, c'est ce que nous attendons en fait sur l'étude de faisabilité par rapport au diagnostic qui nous sera fait sur les études et le coût. J'étais avec un collègue président de PCI là, du Sud-Ré là, cet après-midi, juste pour vous illustrer un projet dans le centre-ville avec là c'était pour de l'habitat, fouilles archéologiques prescrites par la DRAC, l'opérateur, montant estimé des fouilles, 1 million d'euros. Voilà. Donc l'opération habitat a été annulée. Donc là, c'est ce que nous avons déjà fait remonter à maintes et maintes reprises dans nos politiques de développement, que nous sommes tributaires de ces éléments. Alors, c'est ce que vous avez indiqué, Daniel Rival, qui rallonge de toute façon les délais aussi des projets et qui parfois amènent à des surprises financières qui nous laissent sans voix. Oui, Didier. Oui, un petit rappel quand même, on a la loi ZAN qui va bientôt arriver, qui est déjà dedans déjà, et c'est vrai qu'il va falloir qu'on s'approprie cette loi ZAN, parce que les projets vont mettre du temps. Il va falloir justifier, avant de faire des projets, il va falloir justifier l'existant, ce qu'on a, donc il faut que tous les élus, là, on est présents ici, là, et qu'on regarde un peu cette nouvelle loi là qui va arriver bientôt, et déjà il faut qu'on travaille dessus de toute façon. Donc pour les parcs d'activités, mais pas que, pour l'habitat aussi, enfin voilà, zéro artificialisation nette, donc il faut qu'on divise par 2 en 2030 je crois, puis 2050 c'est zéro. C'est à peu près ça. Donc voilà, il faut qu'on s'approprie, nous les élus, cette nouvelle loi là qui vient nous tomber dessus. Peut-être qu'elle va être modifiée, je ne sais pas, mais bon, pour l'instant, oui, c'est comme ça. Et on n'a pas le choix, et c'est très long, effectivement. Très bien, merci Didier. Puis Jean-Claude. C'est pour compléter évidemment ce qu'on est en train de dire. Ces histoires de fouilles, ça devient épouvantable. Ce parc du Cadreau déjà pas mal traîné, puis j'ai beaucoup assisté. Je remercie donc Didier de mon cher Jean-Claude. Mais bon, de toute façon, il fallait qu'on en sorte, puisqu'il faut quand même savoir que la commune de Piriac fait un effort supplémentaire au regard du prix qui nous sera acheté, etc. Mais bon, c'est ainsi. On n'a pas le choix, et on va pas revenir et regarder dans votre viseur. Et je complète effectivement, et comme disait le président, on a un autre projet, mais qui concerne un particulier, mais important quand même, qui va ne pas voir sa réalisation sur Piriac à cause de fouilles archéologiques, parce que évidemment, ils ne veulent pas s'engager, effectivement, les promoteurs, en se disant ça nous coûte une fortune. Et alors c'est dommage parce que ça risque de mettre en péril une grosse association, et ça me soucie beaucoup aussi. Voilà ce que j'avais dit. Donc je ne participerai pas au vote, étant partie prenante pour C'est noté, Jean-Claude Ribaud. Donc y a-t-il d'autres observations, questions? Donc je vais soumettre au vote. Donc Jean-Claude Ribaud ne participe pas au vote. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité, moins la voix de Jean-Claude Ribaud. Merci. Sur le point numéro 12, qui va nous être présenté par Anouk Paolozzi-Dabo, donc là, il s'agit de la signature de la Convention territoire global pour Cap Atlantique. Donc je vous laisse nous présenter ce point. Merci.
Donc, dans le cadre des schémas départementaux des services aux familles, la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique sollicite Cap Atlantique pour la mise en place du dispositif de convention territoriale globale, CTG. À compter de 2020, la signature des CTG est devenue la règle. En effet, les CEJ, contrats enfance-jeunesse des communes, ne sont plus reconduits. La CTG constitue désormais le cadre contractuel par lequel la CAF souhaite formaliser son engagement avec les collectivités locales à travers une réflexion intercommunale. Les 15 communes doivent donc s'engager dans une convention intercommunale proposant une mise en cohérence territoriale par un plan d'action intercommunale, en complémentarité des actions propres à chaque commune. La convention territoriale permet donc de partager une vision globale et transversale, maintenir et développer des services aux familles du territoire, adapter des politiques familiales et sociales aux besoins des habitants et aux évolutions du territoire, avoir une meilleure connaissance des besoins territoriaux et une meilleure interconnaissance. Et surtout, cette signature permettra également de consolider les bonus de territoire d'une valeur approximative de 1,4 million d'euros sur le territoire de Cap Atlantique. Nous avons donc entrepris depuis plusieurs mois différents temps d'échanges et d'ateliers pour construire cette convention avec l'ensemble des parties concernées, c'est-à-dire la CAF 44, la CAF 56, les 15 communes et Cap Atlantique. Vous avez pu prendre connaissance du résultat de ce travail en pied joint de cette délibération, puisque l'on y retrouve la convention et l'ensemble des annexes qui seront signées par l'ensemble des maires de Cap Atlantique. Je profite d'ailleurs de ce moment pour remercier l'ensemble des élus et techniciens qui ont participé à la construction de ce document. Il y a eu beaucoup d'investissements et d'implication de chacun, ce qui a permis la réussite de ce projet. Donc, on vous demande ce soir d'approuver cette convention pour une durée de 5 ans. Je vous remercie. Très bien, merci Anouk Palozzi-Dabo. Donc, avez-vous des questions, observations sur ce point? Alors, normalement aussi, les communes ont dû délibérer aussi sur cette convention. Donc là, son application, comme vous l'avez indiqué, donc effective, donc à partir du, enfin rétroactive, puisque voilà, c'est ce que vous évoquiez, donc au 1er janvier 2022. Donc s'il n'a pas de questions, observations, donc je vais soumettre au vote. Donc il s'agit d'approuver la convention telle qu'annexée donc pour les 5 ans, de valider les orientations et actions proposées en annexe et leurs modalités d'animation, et autoriser le président à signer la CTG et tout document s'y rapportant. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Le point numéro 13 que je vais vous présenter, en fait, il s'agit d'un vote sur une modification des représentants titulaires de Cap Atlantique au sein du conseil syndical du bassin versant du Brivet. Donc sur le territoire de Cap Atlantique, ce syndicat en fait recouvre les communes de Ferrel, Herbignac, Saint-Liphard, Guérande et la Baule-Escoublac, dont les eaux s'écoulent vers la Brière. Bon, on rappelle que Cap Atlantique participe et verse annuellement une subvention d'un peu plus de 100 000 euros de participation sur un budget global à peu près de 3,9 millions d'euros. L'objectif et l'enjeu de ce syndicat, c'est donc de définir et conduire les programmes de travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques, lutter également contre les espèces exotiques envahissantes et gérer les ouvrages et réguler les niveaux d'eau et de préservation des milieux aquatiques. Nous avions donc désigné au 10 septembre 2020 donc le représentant titulaire qui sont donc Joseph David, Roger Coué, Yannick Daniel, Pascal Mabi et Guillaume Genre, et nous avons désigné en représentants suppléants Robin Berceget et Annabelle Garand. Et nous avions habilité donc Joseph David, vice-président, donc à siéger au bureau syndical du bassin versant du Brivet. Comme vous avez pu le voir, j'ai reçu donc une démission au nom de l'élu de Guillaume Genre, qui a donc annexé un courrier faisant acte de sa démission au sein de ce comité syndical du bassin versant du Brivet. Donc c'est un élu guérandais. Donc ce qui vous est proposé, c'est de le remplacer par un élu guérandais et
de proposer la candidature de Gwenaëlle Morvan, ici présente, qui siège au conseil communautaire et qui a au sein de son mandat au niveau de la ville de Guérande une subdélégation qui est liée plutôt aux enjeux de la nature, la politique de l'arbre, la biodiversité, les liens avec les associations environnementales et la gestion des contentieux en lien avec ces délégations. Voilà. Donc c'est un remplacement suite à une démission d'un des élus de ce syndicat. Voilà, donc la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Eh bien écoutez, donc je vais vous proposer, alors si vous en êtes d'accord, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'il y ait un vote à main levée? Bon, donc nous allons procéder à un vote à main levée, je vous remercie. Donc il vous est proposé donc de prendre acte de la démission de monsieur Guillaume Genre, donc d'approuver à l'unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret et de désigner madame Gwenaëlle Morvan en tant que représentante titulaire au conseil syndical du syndicat du bassin versant du Brivet. Donc, si vous en êtes d'accord, la liste suivante donc, seront les titulaires Joseph David, Roger Coué, Yannick Daniel, Pascal Mabi, Gwenaëlle Morvan, et les suppléants inchangés, Robin Berseget et Annabelle Garon. Donc, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Bravo, Madame Morvan. Bon, ça va mériter un verre après, je pense. Bon. Le point ensuite qui va vous être soumis, alors là, je vais laisser pour un petit moment la parole à Hubert, puisque nous arrivons donc sur le volet qui correspond au budget et puis aux décisions modificatives. Donc le premier point, c'est le point numéro 14, donc c'est la décision modificative numéro 2 du budget principal 2022. Hubert. Merci Monsieur le Président. Je voudrais faire une petite parenthèse pour reconnaître ce qu'a dit le Président tout à l'heure, on déclinait par couleur les ambitions du territoire, du projet de territoire, ce qui est une bonne chose. Vous noterez que ce qui concerne la finance, c'est en noir. Bon, j'assume. Noir, c'est noir. Alors, donc... donc, la première décision modificative au budget principal, vous connaissez ma sobriété habituelle en matière de développement sur ce type de sujet. Vous savez que ce sont des exercices un petit peu obligatoires qui entérinent un certain nombre de modifications par rapport au budget initial qui avait été prévu. Vous avez annexé, pour ceux qui ont pris le temps de les regarder, vous pouvez voir toutes les lignes concernées pour voir ce qui s'est passé, ce qui a motivé ces décisions modificatives. Il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Si vous voulez qu'on parle des sujets divers qui sont concernés par cette décision, on peut le faire. Simplement, donc, le résumé que vous avez sous les yeux, qui dit que en termes de fonctionnement, il y a 540 892 € en dépenses et en recettes qui sont à ajouter, et 450 437 € en investissement, en dépenses et en recettes. Donc voilà un petit peu les sujets. Alors, si vous voulez rentrer dans les détails, je peux vous en donner un certain nombre, mais on est bien dans des ajustements techniques. Alors, allez, je vais vous dire un mot quand même pour mentir. En gros, il y a principalement, des sujets principaux, c'est des ajustements sur des charges de personnel. Vous savez que quand on a voté le budget, on ne savait pas que l'enjeu des présidentielles ferait qu'il y aurait un indice qui bougerait de façon très significative.
Vous avez une augmentation de la JIPA. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que cet acronyme affreux, c'est la garantie individuelle du pouvoir d'achat. Donc, c'est un certain nombre de choses qui ont un impact direct entre la réalisation de ce qu'on fait, ce qu'on avait prévu, puis ensuite une mise en œuvre d'indemnités pour rupture conventionnelle qui n'avait pas été prévue, etc. Donc, sur ces choses-là, ben, effectivement, on est obligé d'adapter les opérations et ça motive cette décision modificative. Donc, je vous ai donné un peu 2 ou 3 éléments. Il y en a d'autres, bien entendu. Si vous avez des sujets sur lesquels vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais sinon, ce que je recommande, c'est qu'on passe à l'approbation de cette décision modificative, si vous n'avez pas de questions particulières. Merci Hubert. Donc, pas de questions particulières, a priori. Donc, je vais donc soumettre au vote donc l'approbation de la décision modificative numéro 2, telle qu'elle figure dans le tableau annexé à cette délibération. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 15, donc là, il s'agit de la décision modificative numéro 1 qui porte sur le budget annexe assainissement 2022. Hubert. Alors là, je vais être plus bref parce que c'est de pure forme et qu'en plus, comme vous avez pu le voir, les montants en jeu sont nuls. Donc en fait, ça se compense et il n'y a pas de supplément ni en fonctionnement ni en investissement. Donc ça, c'est relativement simple et je vous propose de passer tout de suite au vote si vous le voulez bien. Très bien. Donc je vais donc soumettre au vote donc l'approbation de la décision modificative numéro 1 du budget assainissement 2022. Y a-t-il donc des abstentions? Des votes contre? Alors oui, Madame Hazard m'a informé, voilà, que vous ne participez pas au vote. 15, 16, 17. Donc nous en prenons note. Donc Madame Hazard ne participe pas au vote de ces 3 délibérations. Merci. Donc je n'avais pas d'abstention, je n'avais pas de vote contre. C'est donc adopté à l'unanimité, moins la participation de Madame Hazard. Le point numéro 16, qui là va concerner donc les tarifs à partir de janvier 2023. Donc le point numéro 16, il s'agit des tarifs de l'eau potable. Alors, le tarif de l'eau potable, vous savez que le Conseil communautaire en délibère tous les ans. Vous savez aussi, puisque nous l'avons voté en Conseil communautaire, que nous aurions désormais des budgets, à partir de l'année prochaine, des budgets séparés qui vont nous permettre de suivre d'encore plus près et d'être le plus transparent possible sur ces tarifs et sur la façon dont ces budgets sont construits. Donc c'est ce qui vous est soumis et ce qui vous avait été envoyé en pièces jointes, c'est le volume, enfin les tarifs proposés pour l'année 2023 pour les usagers de la communauté d'agglomération de Cap-Atlantique. Donc sur le résumé, vous avez le tarif des prix. En fait, l'augmentation entre guillemets qui est proposée donc au Conseil et qui a été validée et en commission de gestion des services urbains et en commission ressources conduit à une augmentation de 2% des tarifs, ce qui paraît relativement raisonnable au regard de l'ambiance actuelle. Et donc, c'est ce qui vous est proposé de délibérer et d'adopter ces tarifs de l'eau avec une augmentation de 2%. Très bien, merci Hubert. Donc, avez-vous des questions, observations sur cette tarification au 1er janvier 2023? Eh bien, écoutez, donc s'il n'y a pas d'observation, donc là, nous allons donc adopter les tarifs de l'eau potable 2023 pour la part de la collectivité et dit que ces tarifs seront applicables au 1er janvier 2023 et resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés par le Conseil communautaire. Donc, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? C'est adopté à l'unanimité.
Le point numéro 17 qui, lui, est sur le même sujet, mais lié à l'assainissement. Donc, il s'agit d'adopter les tarifs au 1er janvier 2023. Hubert. Merci, Monsieur le Président. Donc, de la même façon qu'on parlait d'eau tout à l'heure, là, nous sommes sur l'assainissement. Et donc, on nous demande, comme tous les ans, de voter le prix. Le prix qui nous est proposé dans les différentes choses conduisent au maintien de la grille tarifaire telle qu'elle était, et donc selon la grille qui était annexée. Voilà, donc ça a été approuvé et par la Commission de la gestion des services urbains et par la Commission ressources et mutualisation. Très bien, merci Hubert. Donc, avez-vous des questions, observations? Écoutez, je vais soumettre au vote donc l'adoption des tarifs de l'assainissement 2023 pour la part collectivité et leur application au 1er janvier 2023 et qu'elles seront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés par le Conseil communautaire. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point qui va nous être présenté maintenant, c'est la constitution, donc le point 18, la constitution d'une provision pour risques et charges. Hubert. Donc c'est une provision, ça a trait aussi avec une délibération qu'on verra plus tard qui concernait donc un avis de la Chambre régionale des comptes à la suite du contrôle des comptes de la communauté d'agglomération, c'est-à-dire un principe de prudence qui veille à prendre des mesures de provision s'il y a un risque avéré. En l'espèce, la communauté d'agglomération est en litige avec la société Paprec pour des différends concernant l'appréciation du marché qui nous liait. Bon, c'est un peu paradoxal hein, parce que les choses étaient très claires, on travaillait de façon très proche avec eux, et en fait, pour vous résumer le moment où ça a chopé, hein, ils étaient au courant que de notre opération bac jaune, vous savez, où on mettait toutes les choses en même temps, ils étaient au courant, ils ont discuté avec nous, etc. Puis à la fin, au moment où on devait renouveler les opérations, ils disent « Ah ben non, je ne signe pas parce qu'il y a une modification substantielle, etc. etc. » Donc, on est en différent d'appréciation avec eux, on s'écrit par avocat interposé, etc. Et bon, la règle de prudence veut qu'ils considèrent qu'on leur doit plus d'argent que ce que nous, on considère. Et ce qui vous est demandé de valider, c'est de constituer une provision à hauteur de 200 000 € sur ce différend. Personnellement, je suis convaincu du bon droit de la communauté d'agglomération dans le dossier, mais bon, je veux dire que ça ne préjuge en rien de l'issue des débats en justice, et la règle de prudence veut qu'on prenne cette provision, donc je pense qu'il faut le faire et valider ce principe. Très bien, merci Hubert pour ces éléments d'explication très clairs. Avez-vous des questions, observations? Oui, Jean. De prévoir une provision, effectivement, pour ces risques qui peuvent arriver à tout moment, au lieu de les avoir coup par coup comme ça. Je sais pas, hein. Dans le budget global de Cap Atlantique, de dire il y a une provision pour éventuellement les contentieux qu'on peut avoir. Comme ça, on aura moins de surprise. De toute façon, on n'a pas le choix là, il faut le faire. Alors, là, je veux dire que on connaît le risque, mais en fait, on ne pourrait pas comptablement dire je vais mettre une provision de X% sur les marchés, etc. Ça, on ne peut pas le faire. Là, on a des éléments factuels de désaccord, et la prudence conduit à prendre cette provision, mais on ne pourrait pas le faire autrement. Très bien, merci. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est soumettre au vote donc l'action de constituer donc cette provision à hauteur de 200 000 € et dit que cette provision fera l'objet d'un mandat en section de fonctionnement au compte 6815. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité.
Le point numéro 19, donc là il s'agit de la compétence déchets, donc des tarifs au 1er janvier 2023 sur la collecte des déchets ménagers et assimilés et l'accueil des déchets en déchetterie. Hubert, c'est à vous. Oui, donc on est toujours sur le même principe. Je rappelle qu'effectivement, il y aura un budget spécifique, on ne sera plus dans le budget principal à compter de l'année prochaine, et qu'il y aura une véritable transparence, et que l'adaptation des tarifs que vous avez pu voir sont la conséquence directe de l'évolution des tarifs qui peuvent nous être proposés par les délégataires avec lesquels on travaille. Vous avez pu constater par exemple que il y avait des prix qui augmentaient de façon très significative. Je prends sur la déchetterie du Pouliguen, qui est la seule déchetterie qui accepte des déchets. Pardon, je me rapproche. La déchetterie du Pouliguen, qui est la seule déchetterie qui reçoit des déchets d'amiante. Eh bien, effectivement, vous pouvez constater qu'en 2022, le prix à la tonne était de 139,90 € et que là, il passe cette année à 229,30 €. Là, c'est la répercussion pure et simple du contrat que nous avons avec la délégataire, la société Séché, avec laquelle on travaille, parce qu'effectivement, ils sont tout seuls et que c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus cher. Donc, voilà, on est dans cette règle que nous avons adoptée depuis un certain temps, qui est de toujours adapter les tarifs à la réalité des coûts que nous avons. Et tout à l'heure, Alain Fournier vous parlait de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, qui coûte de plus en plus cher, et donc mécaniquement nos tarifs augmentent. Bon, vous avez eu en annexe donc ces propositions de prix sur qui ont été préparées par la commission GSU et validées en commission ressources. Bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter, hein, c'est la pure transparence et la refacturation des coûts le plus proche possible du réel. Merci Hubert. Donc avez-vous des questions, observations sur la proposition de tarifs pour 2023? Eh bien écoutez, je vais donc soumettre au vote l'application de ces tarifs qui rentreront en vigueur donc à partir du 1er janvier 2023. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point suivant que je vais peut-être vous présenter sur la CRC, Hubert, si ça vous... en fait, donc sur le point numéro 20, donc c'est les réponses que nous apportons aux recommandations qui avaient été effectuées lors du rapport de la Chambre régionale des comptes sur les exercices contrôlés qui étaient donc de 2014 à 2020. Donc suite à ce contrôle de la Chambre régionale des comptes, cette dernière en fait nous a donc notifié un rapport d'observation définitive qui était donc en date du 9 décembre 2021 et qui avait fait l'objet d'une présentation à une séance de conseil communautaire. Et le Code des juridictions financières donc indique que nous avons donc un délai d'1 an à compter de la présentation donc du rapport d'observation à l'Assemblée donc délibérante pour revenir vers vous pour vous faire un point d'étape sur les actions qui ont été entreprises depuis cette présentation. Donc, en l'occurrence, nous devions le faire avant le 9 décembre 2022, donc nous sommes bien dans le timing. Alors, je ne vais pas revenir, mais juste vous indiquer donc les 9 préconisations qui avaient été donc émises par la Chambre régionale des comptes sur leur rapport. Donc, le premier point, c'était de régulariser le champ des délégations de compétences du Conseil communautaire au président, conformément à l'article. Donc l'ensemble des délégations élues sur les actions apportées ont été revues et elles ont été adoptées lors du Conseil communautaire du 23 septembre 2021. Le point 2, c'était provisionner les risques pertinents conformément aux articles L2321 du Code général. Donc les états budgétaires sont désormais actualisés et un provisionnement est effectué et nous venons de l'adopter sur la provision d'un montant de 200 000 € suite à un litige. Le point numéro 3, il s'agissait de réexaminer la validité des créances inscrites aux comptes 26 et 27
donc conformément au tome 1 de l'inscription budgétaire et comptable M14. Donc là, il a été effectué une demande au Trésor public pour avoir les informations nécessaires et précises pour régulariser l'ensemble des inventaires liés aux différents transferts de compétences et de même pour la validité des créances détenues dans les comptes 26 et 27. Toutes les créances qui sont relatives aux avances de trésorerie ont toutes été validées et suivies par les services de la collectivité. Point numéro 4, il s'agissait de régulariser toutes les situations d'indemnisation d'activités accessoires, donc au regard d'un décret. Donc il n'y a plus aucune rémunération ni de situation d'activité accessoire dans les services de Cap Atlantique. Le point 5, qui nous était demandé de fiabiliser le suivi et l'information comptable des flux financiers entre Cap Atlantique et les communes membres, en se référant notamment au guide des flux financiers réciproques dans le secteur public local de 2018, donc du comité de fiabilité des comptes locaux. Donc là, une réponse avait été apportée par les services de l'État auprès de la Chambre régionale des comptes pour indiquer que les flux croisés n'étaient pas disponibles avant 2021. Dont acte, puisque le contrôle a été fait de 2014 à 2020. Donc la réponse à cette recommandation est donc purement technique et dépend de la mise à niveau du logiciel de l'État. Mais toutefois, au BP 2022, le logiciel État Totem ne fonctionnait toujours pas. Donc les écritures sont néanmoins correctement passées dans les comptes depuis 2020. Ensuite, le point 6 était donc d'intégrer un paramètre de péréquation dans la fixation des attributions de compensation. Donc là, nous, la réponse apportée de la collectivité, c'est les attributions donc, de compensation n'ont pas cette vocation stricto sensu, car il s'agit de répondre à un principe de neutralité financière. Attribuer des mécanismes de péréquation conduirait à passer en procédure dérogatoire avec accord des communes sur la détermination de mécanismes de péréquation supplémentaires pour être donc étudiés dans le prochain pacte financier et fiscal que nous devrions normalement mettre en délibération au Conseil communautaire du mois de décembre. Le point 7, c'était formaliser une stratégie de péréquation interne à la communauté d'agglomération. Donc, comme je viens de l'indiquer, ça fait partie intégrante donc, du pacte financier fiscal qui sera voté en décembre 2022. Le point 8, c'était d'intégrer dans le futur schéma directeur de gestion des eaux pluviales des objectifs et des engagements des communes membres en matière d'entretien des réseaux conservés par elles et de mutualisation de l'entretien avec le délégataire intercommunal. Donc là, le schéma directeur des eaux pluviales a été donc délibéré au Conseil communautaire du 15 avril 2021 et il prend en considération les recommandations de la Chambre et rappelle les objectifs et engagements des communes membres en matière d'entretien et des réseaux. Et enfin, le dernier point de recommandation, il s'agissait de définir un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, indiquant les objectifs de réduction de quantité des déchets et les mesures mises en place pour les atteindre et en réaliser un bilan annuel. Donc Cap Atlantique a donc indiqué sa stratégie et son positionnement pour le mandat à venir 2020-2026, donc au titre du PLPDMA, donc le plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Et c'est pareil, ce plan local vous sera soumis au vote au Conseil communautaire de décembre 2022. Donc, ce qui indique que toutes les observations et recommandations de la Chambre régionale des comptes auront été résolues et les réponses apportées et engagées avant le 31 décembre 2022. Donc là, il s'agit en fait de prendre acte des actions qui ont été apportées, des réponses, et dit que la présente délibération et le rapport des actions de recommandation seront donc transmises à la Chambre régionale des comptes à l'issue de ce conseil. Merci. Alors, les deux points suivants et les deux dernières délibérations à notre ordre du jour, donc je vais repasser la parole à Hubert. Donc, pour le point numéro 21, il s'agit en fait de la régularisation des fonds de concours
des exercices de 2016 à 2019. Hubert, c'est à vous. Merci. Juste un petit point sur le passage d'avant. Hein. L'examen de la Chambre régionale des comptes sur les comptes de la communauté d'agglomération. Les remarques dont le président vient de vous détailler les mesures correctives, entre guillemets, étaient tout à fait mineures. Hein. Il faut savoir, et là je pense qu'on peut le dire, que les agents de la communauté d'agglomération font un travail remarquable et que c'était vraiment des observations mineures qui n'avaient pas beaucoup de portée. J'en profite pour saluer amicalement notre ami Michel Écorchard qui a fait valoir ses droits à la retraite depuis lundi. Je salue également Madame Lomaillé qui est derrière, qui le remplace dans ses fonctions parce que certains ne la connaissent pas, mais donc effectivement Gaëlle Lomaillé remplace en tant que directrice générale Michel Écorchard et voilà, et donc tout ça pour vous dire qu'effectivement c'est un des services qui fonctionne bien et ça travaille bien. Voilà, revenons à nos moutons, c'est-à-dire la délibération 21 sur la régularisation des fonds de concours. Ah, ma page ne veut pas s'afficher, voilà. Donc, simplement, c'était pour vous dire que il y avait des fonds de concours qui sont attribués par commune qui n'étaient pas toujours... qui restaient dans nos comptes. Les plus anciens, 2016 à 2019, les délais de versement étaient normalement dépassés et tous les fonds n'avaient pas été versés. Donc, il y avait 398 000 € qui étaient inscrits au budget 2022 pour 13 fonds de concours de 2016 à 2019. Bon. Donc, sur les 13 projets, il y avait 7 projets qui étaient terminés, 4 qui étaient en cours ou prévus sur 2023, pour un montant de 248 000 € et 2 qui ont été annulés. Et donc, ce qui vous est demandé de valider, c'est que, à titre dérogatoire, hein, de manière exceptionnelle, les fonds de concours concernés qui ont été prolongés jusqu'à 2023 puissent se faire. Hein, et donc, dans les 18 mois suivant l'engagement du projet, on annule les budgets prévus pour les projets qui sont abandonnés. Effectivement, on ne va pas garder dans nos comptes une provision si les projets n'existent pas. Et on régularise donc l'arrêté du fonds de concours 2019 de Périac-sur-Mer pour le projet de rond-point qui était un des sujets qui était toujours pendant. Donc voilà ce qui vous est proposé et soumis à l'approbation du Conseil. Hein, c'est d'approuver la prorogation de délai des fonds de concours 2016 à 2019 non soldés jusqu'à fin 2023 ou dans les 18 mois suivant l'engagement du projet. Et voilà, donc c'est en toilettage. Voilà. Donc vous avez les remerciements de notre collègue de Jean-Claude. Alors avez-vous des questions, observations sur... alors donc il s'agit d'approuver donc la prorogation du délai de paiement des fonds de concours donc non soldés jusqu'à fin 2023 donc pour 248 000 € et de procéder à l'annulation de 2 fonds de concours qui représentaient 16 000 €. Donc eh bien écoutez, je vais soumettre au vote. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Dernier point, donc le rapport numéro 22. Donc là il s'agit de l'autorisation donc de remboursement de la régie qui a été mise en place Vélicéo. Alors, très brièvement, hein, c'est toute petite subtilité technique. Hein. Vous savez que le Conseil a adopté le principe de Vélicéo. On a des bicyclettes électriques qui sont soumises, sur lesquelles nous avons délibéré. Les usagers pouvaient signer un contrat, etc. S'ils changent en cours de route, on était enquiquiné parce qu'on n'était pas capable de rembourser des sommes qu'il faudrait rembourser. Et donc, ce qui vous est proposé là, c'est d'autoriser le remboursement dans des cas de changement de contrat. Et donc, c'est la création. C'est un moyen économique hein, pour que la communauté d'agglomération puisse émettre un mandat pour solder ces dossiers-là.
Donc c'est une bricole, hein, ça concerne quelques centaines d'euros, mais on ne pouvait pas le faire sans que le conseil communautaire ait délibéré là-dessus. Donc c'est une pure formalité que je vous demande de valider. Très bien, merci Hubert. Donc avez-vous des observations formulées sur cette avance, cette autorisation de remboursement? Eh bien écoutez, non, donc je vais soumettre au vote. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons donc balayé l'ordre du jour des 22 points. Merci à vous. Donc je vous laisserai aussi, vous a été mis pour information l'ensemble des décisions qui ont été prises sous la délégation du président et vice-président. Et je vous propose voilà, que nous nous retrouvions, si vous le souhaitez, autour On est bien aux questions diverses, c'est bien cela? Oui, vous aviez un point à évoquer? Oui, Monsieur le Président, j'ai un point à évoquer. Oui, très bien. Je souhaiterais revenir, si vous le voulez bien, sur un sujet important, qui pourtant ne semble pas retenir l'attention suffisamment, en dehors peut-être de la municipalité de La Baule, d'un certain nombre d'associations et de concitoyens, mécontents de voir la tournure des choses s'agissant de l'aire de grand passage des gens du voyage. Comme si, en quelque sorte, le dossier avait glissé en dessous de la pile des sujets capitaux de Cap-Atlantique. Voilà maintenant que l'on apprend, une fois de plus par la presse, que la préfecture a validé la zone du Prébissin comme future aire de grand passage des gens du voyage. C'est quand même assez stupéfiant de constater comment fonctionne notre démocratie. Je m'explique. La préfecture et le tribunal administratif ont confirmé que la commune de Guérande n'avait pas la compétence sur le sujet, mais que c'était du ressort de Cap-Atlantique. Ce projet n'a toujours pas été débattu au sein de ce conseil, et la loi interdit au conseil de déléguer ce pouvoir à son président. Bon, c'est quand même assez étonnant, cette situation. Par ailleurs, la préfecture n'a pas attendu la décision du tribunal administratif relative au recours de monsieur le maire de La Baule. Le président de Cap-Atlantique dit que tout le monde a été concerté, mais pas les membres de ce conseil. Il est patent par ailleurs que cette décision semble transgresser de nombreuses lois et des règles qui ne seraient jamais contournées dans d'autres projets, surtout s'il s'agissait de particuliers. Alors, où est la cohérence? Où est le droit et pour qui? Et voilà que les agriculteurs, dont certains exploitent une parcelle sur la zone même du Prébissin, et dont on nous a dit qu'ils ont été consultés et qu'ils auraient donné leur accord, viennent d'écrire au département pour signifier le contraire, lequel département donne un avis favorable que s'il est compatible avec la défense de l'agriculture et de l'environnement. Et les agriculteurs concernés, forcément les meilleurs experts, expliquent clairement et dans le détail que cette condition ne peut absolument pas être remplie. Tout cela laisse quand même penser, ou laisse planer plutôt un doute sur la façon dont on conduit cette affaire et sur les décisions qui se prennent, pour le reconnaître de manière un peu curieuse, pour ne pas dire opaque. Je sais à ce stade toute l'argumentation déployée depuis un an pour que le Prébissin soit désigné plutôt que deux autres zones dont les inconvénients n'ont pas été présentés, en tout cas pas à ce Conseil, dont la pertinence reste peut-être encore à démontrer. Ça donne un peu l'impression, ça me rappelle cela, que l'on procède un peu, vous savez, comme dans ce jeu, où chaque participant est bien content que le mystérie soit finalement dans les mains de son voisin. Je constate d'ailleurs à cet égard le silence assourdissant de nos édiles, à l'exception bien sûr de celui de La Baule. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, la loi, et toute la loi, devrait être appliquée. L'État et les collectivités locales devraient montrer l'exemple de son application dans toute sa dimension, notamment en raison des attentes de nos concitoyens dans ce domaine, qui constatent parfois à leurs dépens certaines dérives, comme ça peut être le cas à propos d'un célèbre futur aéroport qui n'a pas vu le jour.
Aussi, en conclusion, Monsieur le Président, je vous demande de bien vouloir soumettre ce projet à ce Conseil communautaire, de manière à avoir une connaissance parfaite pour tous ces membres du dossier et d'avoir une décision communautaire globale sur ce sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Renaud. Donc, je vais peut-être laisser Michel qui la répondre, mais j'aurais souhaité que vous complétiez votre intervention, puisque dans des questions diverses, sur une proposition concrète, puisque vous me faites état d'un constat, mais vous n'êtes sans apporter aucune solution à cette situation. Donc, ce que j'aurais souhaité, c'est que vous me soumettiez éventuellement une proposition d'un terrain, alors, sur votre commune, si vous en disposez, pour pouvoir éviter que la commune de Guérande, qui en termes de solidarité avait le choix entre deux terrains, qui dans une démarche de démocratie, je l'ai soumise aux élus du conseil municipal de Guérande, mais pour avis, il a toujours été clair que ça n'était pas dans la compétence du conseil municipal, et les 33 élus qui composent le conseil municipal de Guérande ont adopté à l'unanimité le choix du pré 800. Alors, Michel Kella, vous souhaitez peut-être... Oui, Monsieur le Président, je répondrai bien évidemment avec plaisir à cette question. Si vous me permettez, Monsieur le Président, j'aime bien préparer mon dossier avant d'intervenir et je serai en mesure, Mesdames et Messieurs, de vous répondre au prochain Conseil communautaire. Voilà, Monsieur le Président. Très bien, merci Michel Kella. Et puis, d'autant plus que Franck Louvrier n'étant pas présent ce soir, il me paraît aussi important que les éléments de réponse, on puisse les apporter en sa présence, voilà, en termes de démarrage. Oui, Norbert Samanin. Oui, très rapidement. C'est vrai que dans votre intervention, vous avez mis en cause les édiles et toutes les communes. Mais à vrai dire, il y a un comité de suivi des gens du voyage et c'est lors de ce comité que nous nous exprimons. Et en présence notamment du préfet, en l'occurrence du sous-préfet. Je crois qu'il y a aussi, effectivement, vous pouvez pointer du doigt le fonctionnement de Cap Atlantique ou Cap Atlantique, les décisions telles qu'elles sont prises, mais je crois qu'il ne faudrait pas aussi passer à côté d'autre chose, c'est pointer du doigt l'action de l'État et la manière dont l'État nous fait chanter d'une certaine manière pour obtenir son aval pour une intervention lorsque les gens du voyage s'installent sur notre territoire. Et ça, il y a parfois une forme de chantage auquel nous ne pouvons pas échapper et que je considère quelque part un petit peu intolérable dans la mesure où les forces de l'ordre ne devraient pas conditionner leur intervention, ou la force publique ne devrait pas conditionner son intervention à des aménagements ou des engagements des collectivités. Je crois que les forces de l'ordre, et aujourd'hui c'est un petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons, aujourd'hui l'autorité préfectorale nous fait clairement comprendre que c'est ça ou rien. Et il y avait une aire d'accueil des gens du voyage à Herbignac, et pour ma part je regrette que, alors qu'elle était aménagée, qu'il y avait eu des dépenses qui étaient faites dessus, que malheureusement nous ne soyons pas en capacité de mener ce bras de fer avec l'État face à des exigences qui, j'estime, ne sont plus de l'ordre du respect de la libre administration des collectivités. Daniel Rival. Merci, Monsieur le Président. Bon, je conforte complètement les propos de mon collègue Jacques Renaud. Je conforte aussi les propos de Monsieur Samama par rapport aux forces de l'ordre. C'est vrai que les élus sont bien impuissants quand les gens du voyage arrivent sur des terrains qui sont même pas habilités à les recevoir et qui passent en force. Mais je voudrais quand même dire deux choses. De dire qu'on n'a pas fait de proposition, c'est pas vrai, puisque les élus de la Baule ont énormément travaillé. Je crois que c'est un petit combat entre la zone économique de Vilgens et puis la zone et les agriculteurs. N'oublions pas, Monsieur le Président, il me semble que vous êtes petit-fils d'agriculteur, donc vous connaissez énormément comment fonctionnent les agriculteurs. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu les agriculteurs qui ont conforté les propos, comme quoi je crois qu'ils ont eu un rendez-vous, et ils ont travaillé sur ce dossier aussi, par rapport à l'avis du département qui a donné un avis favorable, malgré qu'il ait voté un péant, quand même,
Vous voyez, c'est déjà qui se mord la queue, hein. Il s'avère qu'ils vont avoir des impacts énormes sur les cultures de maïs, des céréales. On voit ce qui se passe actuellement, les coûts du céréal avec la guerre en Ukraine, et les bêtes ne pourront plus pâturer une fois que les gens du voyage seront partis. Donc ça, Madame Chassé, vous pouvez faire non, je connais l'agriculture pour avoir aussi travaillé dans le monde agricole. Hein. Et je voudrais dire une autre chose, c'est que moi j'aimerais bien aussi dans l'étude qui va être menée, qu'on nous dise combien ça a coûté à la collectivité les travaux qui ont été faits à Brontonnet, puisqu'ils sont déjà venus là, et je pense pas, à moins qu'on nous dise aussi qu'il y a eu plein de problèmes à côté de la zone économique, mais ça, qu'on nous donne des chiffres, mais il y a eu des travaux de fait au niveau de l'assainissement à l'époque, et j'aimerais bien savoir combien ça a coûté, ou alors qu'on me conforte et que je dise que je dis une bêtise, parce que c'est quand même l'impôt des contribuables aussi. Voilà, donc, alors, nous allons, comme l'a indiqué Michel Rival, répondre à toutes ces interrogations. Parce que, bon, je vous rappelle aussi qu'il y a un règlement intérieur, que sur ces sujets-là, il aurait été intéressant que vous envoyiez au préalable la question pour que nous puissions vous apporter les éléments de réponse, et ils seront apportés. Maintenant, je veux dire, ce que vous venez d'identifier, et je clôturerai là-dessus, Madame Rival, c'est le combat entre Brontonnet et Prébissin. Voilà. Donc, puisque ce que vous omettez de dire, c'est que quelles que soient les parcelles qui ont été identifiées, elles sont toutes des parcelles agricoles exploitées. Et je vous vois hocher de la tête, mais Madame Kellar vous apportera tous les éléments au Conseil communautaire du 15 décembre. Absolument, je confirme, Monsieur le Président, parce que là, on entend tout des choses qui ne sont pas véridiques et je préfère, moi, préparer mon dossier de réponse. Très bien, merci à toutes et tous. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous. Un appel de l'AMF pour se manifester, pour répondre en tant que maire ou en tant qu'adjoint maire, donc ça correspond à une majorité d'entre nous ici, par rapport aux situations d'agression des élus dans l'exercice de leurs fonctions. Norbert, qui est ici, représente au sein de l'AMF 44, il est en charge de ce sujet-là. J'invite tous les élus qui sont adjoints à renseigner ce questionnaire de façon à ce qu'effectivement ce problématique de violence contre les élus soit traité, soit entendu lors du prochain congrès des maires qui a lieu dans 15 jours. Voilà.